1, 2, 1, 2. Dans la partie précédente. Donc quand tu rencontres ces organisations, tu les vois évidemment en tant que professionnel, mais il y a un humain derrière. Est-ce qu'il y a des valeurs, toi, auxquelles tu te raccroches? Et ça va être important pour les questions qui suivent, un peu plus personnelles. J'étais sur la route toute la sainte journée. Moi, je suis l'archétype du mec qui était sur l'autoroute. J'en peux plus! Cultivez et revendiquez et battez-vous pour votre droit à l'errance. Mais je peux pas! Laissez-vous le droit de cheminer autour de la route, quoi. J'y vais, mais j'ai peur! Parfois on reçoit autre chose que ce qu'on attendait, la vie est pleine de surprises. Le droit à l'errance, il est vital et ce monde est en train aussi de nous le tuer. Échange billet! Putain de merde! Bonjour, vous écoutez Bifurqué, des histoires qui valent le détour. Une série d'entretiens réalisés par les Pandarous, petits médias qui prouvent que d'autres histoires sont possibles. Épisode 3, Noémie, questionner le statu quo. Je dirais que déjà, de manière générale, les personnes qui... moi, souvent, mes clients, je les rencontre par le biais de ma newsletter, dont on n'a pas forcément encore beaucoup parlé, mais du coup, ça crée un premier filtre, je pense, aussi sur les personnes avec qui je suis amenée à travailler. Donc ma newsletter, c'est une newsletter de fiction prospective dans laquelle tous les jeudis, j'essaie de raconter en fiction ce que je comprends de ce qui est en train de changer sur une thématique en lien avec l'évolution des modes de vie. Un exemple, peut-être? Oui, dans une des dernières éditions, j'ai proposé par exemple une fiche de poste prospective pour imaginer un poste autour dans les entreprises de responsable de la rematérialisation des entreprises, dans cette idée que finalement on est dans un monde qui évolue vers la post-vérité et ce phénomène-là mis en tension avec le fait que l'entreprise est déjà extrêmement dématérialisée avec potentiellement un bureau qui n'est pas toujours le bureau physique, avec des collègues avec qui on interagit dans Slack et pas forcément physiquement, avec des carrières qui sont plutôt gérées par des interfaces plutôt que par des processus peut-être plus humains. Enfin, tout ça amène plutôt à une vision de l'entreprise qui est plutôt déjà dans les nuages. Et donc si on rajoute à ça cette idée de post-vérité, en fait, on peut vraiment se poser légitimement la question de est-ce que l'entreprise n'est pas en train de disparaître si on n'a plus du coup la certitude que les informations qui sont partagées au sein d'une entreprise sont authentifiées, correctes. Qu'est-ce qui reste du sentiment d'appartenance là-dedans? Qu'est-ce qui fait qu'on a toujours envie de contribuer ou de participer à un projet d'entreprise, si ce n'est le salaire qui est peut-être le seul élément encore matériel qui tombe à la fin du mois sur le compte en banque, qui est aussi un peu dans les nuages. Et donc, en fait, la question que je me suis posée, c'est est-ce que, notamment à l'aune de ce qui s'est passé chez Amazon, qui du coup a fait un gros rétropédalage sur le télétravail, je me suis posé la question si derrière cet épiphénomène, il n'y avait pas un mouvement plus grand qui considérait à avoir une forme de retour en arrière sur ces sujets de dématérialisation, dans l'idée, alors quand on lit la lettre aux employés qui a été faite par Amazon, on lit beaucoup le mot de culture d'entreprise, mais je pense qu'il y a probablement aussi cette idée derrière de vouloir sauvegarder l'entreprise en tant que telle et de recréer un lien plus fort entre les collaborateurs et l'objet d'entreprise qui en fait est en train de perdre toute sa substance. Voilà, donc ça va être ce genre de sujet que je vais traiter avec à chaque fois effectivement des liens, des sources pour aller plus loin, de choses qui sont en train de se passer sur ces sujets, donc évidemment Amazon, mais plein d'autres choses. Je traite notamment de l'illisibilité ou des stratégies de télétravail dans ce contexte-là. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire en fait pour un collaborateur d'être dans un environnement très numérisé, probablement très surveillé, parce qu'on voit qu'il y a plein de logiciels qui sont en train de sortir pour prédire quand est-ce que tu vas démissionner, pour savoir quelle est ton émotion du moment. Enfin voilà, on voit quand même cette hyper surveillance aussi dans le monde du travail qui arrive. Et donc du coup, on peut se demander, et ça s'est inspiré par une newsletter de Marie Dolé aussi, qui est vraiment une super ressource,
On peut se demander si en fait on va pas avoir des stratégies de contournement de la part des collaborateurs pour ne plus être lisible par les algorithmes. Comme aujourd'hui on a, je sais pas si tu connais l'algospeak, donc c'est ce langage que tu vas utiliser sur les réseaux sociaux pour ne pas être détecté par l'algorithme parce que tu vas potentiellement utiliser un mot qui est interdit. Donc là par exemple en ce moment le mot viol est potentiellement banni de TikTok je crois, et donc on va utiliser l'emoji violet, donc le petit rond violet pour parler du viol parce qu'on n'a plus le droit d'utiliser le mot. Donc c'est vraiment des stratégies de contournement qu'on utilise pour détourner l'attention de l'algorithme et qu'on va probablement voir débarquer dans l'entreprise et dans l'univers du travail de manière assez massive face à des dispositifs de surveillance très importants. Et on voit que parler des futurs, et d'ailleurs c'est le nom de ta newsletter, je sais pas si tu l'as dit, futur avec un S entre parenthèses, qui est passionnante, il faut aller l'écouter, enfin la lire, pardon, les gens. Parler des futurs, c'est extrêmement complexe, ça embrasse tous les sujets de la société, d'où ma question, parce qu'on peut partir dans plein de sens, et puis ce podcast s'appelle Bifurquer, en partant du principe que l'état de la société qu'on a sous les yeux n'est pas forcément enviable, et qu'on ne sait pas vers où aller, mais en tout cas, il faut bifurquer. C'est pour ça que je posais la question de est-ce que dans ton travail, j'ai entendu qu'il y a un filtre, donc visiblement il y a des accointances qui se font avec tes clients, mais est-ce que tu as des valeurs socles, toi, et si oui, quelles sont-elles? Moi je dirais que j'en ai presque qu'une seule, c'est celle de, au-delà de suivre mon intuition, c'est celle de remettre en question le statu quo. Je pense que s'il y a ça qui quelque part est là, et après en fait je ne préjuge pas de la direction que ça peut prendre, mais s'il y a quelque part cette volonté d'ouvrir vers des futurs qui sont non linéaires, on a déjà quelque chose qui est intéressant sur lequel travailler. Et après, quelque part, il y a une forme de conviction politique qui, pour laquelle, en tout cas, moi, j'estime ne pas être forcément complètement légitime, parce que c'est pas moi qui le mettrai en œuvre. Donc, mon rôle, il se situe plutôt à aiguiller, en fait, sur dès qu'il y a cette volonté-là de pouvoir challenger le statu quo. Donc je ne sais pas si c'est vraiment une valeur, mais en tout cas c'est une intention, de se dire qu'en fait c'est un terreau qui est fertile pour ouvrir à d'autres futurs possibles, et pouvoir ouvrir du coup à d'autres visions du monde qui du coup soient peut-être plus en accord avec les valeurs de l'entreprise en tant que telle, les valeurs des dirigeants, les valeurs des collaborateurs, et de faire un travail aussi de réalignement autour de ça, à la fois sur qui ils sont intrinsèquement, et moi je trouve que les notions de mission d'entreprise sont extrêmement intéressantes dans un contexte de prospective, parce qu'en fait il y a cette idée de pouvoir se raccrocher à quelque chose qui fait ton identité dans un contexte d'incertitude et de complexité qui est extrêmement élevé, et donc du coup c'est une forme de boussole qui est quand même qui guide en fait à la fois et qui permet de continuer, je pense, à aligner dans un contexte où c'est très difficile de donner une direction, et ça pour moi c'est vraiment des éléments qui sont hyper intéressants avec lesquels travailler, parce que du coup ça permet effectivement d'avoir ce socle de stabilité dans un contexte de changement très fort. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que toi, dans ta vie personnelle, professionnelle, tu as bifurqué, et la question qu'il y a tout de suite derrière, c'est est-ce que tu te sens aligné? Alors, est-ce que j'ai bifurqué? Moi, je suis passée à mon compte. Je pense que j'ai vécu une bifurcation à ce moment-là. Quand je suis passée à mon compte, donc c'était il y a 6 ou 7 ans maintenant, et je pense que le fait de m'extraire du statut salarié, ça a été un gros travail personnel aussi, lié énormément à un style de vie, à des attentes vis-à-vis des autres, en tout cas le regard des autres aussi de manière très importante. Et après je pense qu'il y a une autre forme de bifurcation qui est plus lente, qui s'opère aussi au fur et à mesure du temps, à la fois au fur et à mesure du fait que je peaufine mon savoir-faire, parce qu'aussi je pense que ça va de pair avec ça, cette idée aussi de pouvoir
être être meilleur de jour en jour sur son savoir-faire pour du coup aussi mieux regarder et mieux lire ce qui est en train de changer et plus forcément tomber dans des pièges ou accepter voilà, des propositions qui en fait ne correspondent pas à vraiment ce qu'on veut faire. Et ça, je pense que c'est aussi c'est une forme d'apprentissage aussi au fur et à mesure qui n'est pas évidente. Après, c'est toujours difficile de répondre à cette question parce que derrière la notion de bifurcation, moi j'y mets aussi un enjeu de modèle économique sur laquelle j'ai pas la prétention aujourd'hui d'avoir trouvé la martingale pour pouvoir continuer à vivre une vie à peu près on va dire confortable avec des enfants en famille tout en voilà, étant quand même dans un et tout en voilà, faisant du coup des missions uniquement qui sont intéressantes et qui servent à 100% l'alignement. Ça, moi aujourd'hui, je peux pas prétendre être à cet endroit-là et je pense que je travaille par exemple beaucoup trop pour être complètement alignée, pour répondre à ton... en tout cas, moi, c'est vrai que bah, tu vois, là, on est chez moi. Dans cette maison, il y a aussi un projet. C'était aussi notre projet avant, on habitait en centre-ville. Voilà, on a décidé de changer de quartier aussi pour diminuer aussi d'intensité financière au quotidien. Parce que mon mari aussi est indépendant, donc il y a aussi un enjeu là-dessus. Mais moi, ce que je trouve assez fascinant en fait dans ce qui est lié à l'indépendance, c'est aussi la manière dont les projets viennent à soi et la manière dont finalement, quelque part, en travaillant notamment en écosystème, moi c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert en passant à mon compte, cette facilité à se créer, j'ai pas envie de dire des collègues, mais pas loin, finalement, un écosystème de travail qui du coup nous ouvre aussi une palette un peu nouvelle de positionnement et puis au fur et à mesure du coup de se rapprocher de personnes avec lesquelles à la fois sur le fond dont on valorise les compétences, l'expertise, mais aussi dont on valorise les valeurs et puis peut-être les projets sur lesquels aussi ils travaillent. Et donc chemin faisant, effectivement, je pense qu'il y a cette idée-là. Et donc moi, par exemple, en ce moment, j'essaie de travailler beaucoup avec Maxime Berlieu de Beauchesne, qui pour moi est quelqu'un qui incarne une bifurcation beaucoup plus radicale, dans le sens où il va pratiquer le prix libre sur des missions de conseil. Voilà, ce que je trouve une forme de lâcher prise, voilà, auquel je n'imagine même pas. J'arrive pas à concevoir moi un type de mission comme ça, mais je trouve ça vraiment intéressant en fait aussi de s'entourer de personnes comme ça, et je me dis que quelque part peut-être que mon alignement à moi il viendra pas du fait de faire ça, mais d'être entourée de personnes comme ça, parce que pour moi il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est d'être près des émergences de ce qui est en train de se créer, et en ça je pense que petit à petit, j'essaie de construire quelque chose. Tu vois, je suis passée en coopérative il n'y a pas longtemps et ça, pareil, c'était aussi un choix. Voilà, quand tu passes de statuts qui sont peut-être un peu plus favorables financiers à coopérative, où là tu fais un vrai choix quand même du collectif et du coup d'une structure que tu rémunères avec un pourcentage de ton chiffre d'affaires. Ça, tu vois, pour moi, c'était un pas qui était raisonnable, on va dire. Je ne suis pas encore au prix libre. Voilà, ma réponse est très confuse parce que je pense que c'est encore très confus dans ma tête et que c'est encore une fois un processus sans fin. Mais je dirais que moi je tire une forme d'alignement en fait dans l'idée d'être effectivement un peu dans cet endroit que je me suis un peu créé pour moi, où j'ai l'impression de traiter de sujets qui sont importants, qui sont vraiment d'éclairer en fait ce qui est en train de changer dans la société et de me dire que ça trouve un écho aussi dans les entreprises, tu vois, de pouvoir parler de sujets effectivement de changement de proposition de valeur, de choses émergentes, mais de les faire résonner avec la réalité actuelle des entreprises. Pour moi, ça c'est vraiment quelque chose où je mets en tension le temps long avec l'action. Et là, pour moi, c'est vraiment un endroit qui est hyper intéressant. Je note en cours d'alignement.
Et pour ce qui est de la bifurcation, j'ai aussi noté que tu avais une valeur socle qui était celle de challenger le statu quo. Finalement, tu es une accompagnatrice de bifurcation avec un S, quoi. Ouais. L'approche design, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est l'approche design? Ouais. À suivre.